Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Et pour cette vidéo-ci, j'ai pensé faire un suivi sur deux ou trois autres vidéos que j'avais déjà abordées, le mystère généalogique de Michel Guertin, que j'ai tenté dans un premier temps de résoudre par des segments d'ADN, mais finalement la démarche va s'orienter un peu vers autre chose, notamment vers l'outil Pro Tools de Ancestry. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais faire un suivi en fait de cette recherche généalogique-là pour résoudre le mystère de Michel Guertin. Donc, évidemment, dans un premier temps, mais je recommande de voir les premières vidéos qui ont été faites à propos de ce sujet-là pour ne pas trop que vous soyez perdus. Donc, il y avait eu la partie 1 où est-ce que je mets les bases généalogiques du mystère, donc les recherches là, avec les registres et les différents documents. Il y a aussi des courriels que j'avais envoyés à des sociétés généalogiques, des choses comme ça. Donc, pour la mise en contexte, c'est vraiment la partie 1 qu'il faut voir. Et dans la partie 2, ce que j'espérais faire, en fait, et ce que j'espère toujours réussir à faire, c'est de le résoudre avec les segments d'ADN, donc avoir éventuellement des segments qui trianguleraient et qui permettraient de prouver comment on résout ce mystère-là. C'est toujours l'objectif que j'ai, mais étant donné que ça s'avère un peu plus difficile que je pensais, ben, je vais vous présenter dans cette vidéo-ci d'autres avenues que j'utilise. Et il y a une petite vidéo aussi que j'ai fait récemment qui n'est pas directement liée à ça, mais quand même indirectement liée, où est-ce qu'il y avait le mystère de Sophie illégitime. Parce qu'en fait, Michel illégitime, c'est un peu la même chose. Là, selon sa date de naissance, il serait illégitime. Et j'avais trouvé justement une Sophie Guertin, donc probablement de la même famille élargie, dans la même paroisse d'ailleurs. Donc je trouvais que c'était quand même un peu relié. Donc je vous recommande de voir ces vidéos-là, surtout en fait la première partie, pour que vous ayez au moins les bases. Donc ensuite, pourquoi j'oriente cette vidéo-là vers une autre démarche? Mais c'est parce que j'utilisais surtout MyHeritage et 23andMe pour avoir les segments des gens qui matchent dans cette branche-là de mon arbre où est-ce qu'il y a le mystère. Par contre, l'absence d'arbres, en fait, m'a un peu empêché là, de les attribuer aux segments. Et étant donné que le bassin de testeurs est quand même moindre sur des sites comme MyHeritage et 23andMe, eh bien, j'avais pas assez de matchs qui avaient des arbres pour pouvoir avancer dans cette stratégie-là. Mais j'ai décidé d'adopter justement une autre stratégie. Donc, sur Ancestry, évidemment, ce qui est le plus grand bassin de testeurs, c'est là qu'il y a la plus grande quantité de matchs. Donc, je me suis dit, je peux pas ignorer ce site-là, là, même si on peut pas voir les segments là-bas, puis on peut pas trianguler. Donc, même s'il y a des matchs en commun, ça veut pas dire qu'on triangule sur des segments, mais quand même, on peut pas faire fi de ce site-là. Et j'ai donc décidé de l'inclure, de faire une espèce de, justement, de branche à ma recherche pour inclure le grand bassin de testeurs sur Ancestry, ce que je vais vous expliquer ici. Et juste pour vous expliquer, en fait, là, la démarche que je fais est basée, entre autres, sur celle de Dana Leeds, d'ailleurs, qui est l'inventeuse là, de la méthode Leeds, dont j'ai fait une vidéo aussi, et sur sa chaîne YouTube aussi, elle fait plein de vidéos sur sa méthode. Et donc, c'est basé en partie sur elle, mais elle-même aussi se base un peu sur la méthode de Diane Southard. Donc, elle aussi, là, le titre de la vidéo sur sa vignette ici, c'est pas exactement ça le nom de sa vidéo, mais si vous voyez ces vignettes-là là, sur les chaînes YouTube en cherchant ces noms-là, ben, c'est les deux là, sur lesquels je me base un peu pour faire ce que je vais vous expliquer. Par contre, le défi que moi j'ai, c'est que le mystère se retrouve à un niveau un peu plus haut. Donc, c'est pas exactement la même recette que je peux suivre, mais ça se base quand même là, sur ce que ces deux personnes-là font notamment. Donc, c'est pas, j'invente pas des trucs pour essayer de les réaliser. C'est quand même basé sur des choses qui existent. C'est juste que le défi, c'est que ça s'applique pas à 100% étant donné que mon mystère à moi est un peu plus haut dans mon art. Donc, c'est à la fois cette vidéo-ci, là, ce que je vais faire, c'est montrer un peu la recette, là, même si elle ne colle pas à 100% à ce cas-là. Je veux quand même expliquer la recette, mais je veux surtout en faire un carnet de recherche, donc un cas de figure qui serait évolutif et pourquoi pas collaboratif. Donc, si jamais vous avez des suggestions, des commentaires, des idées, ben gênez-vous pas, soit pour mettre des commentaires sur les vidéos ou m'écrire là, à l'accueil de ma chaîne, il y a mon courriel pour me contacter.
Donc c'est un peu ça que je veux faire avec cette vidéo-là. Ce n'est pas de dire aux gens quoi faire, parce que présentement, mon mystère n'est pas résolu, mais je trouvais ça quand même intéressant d'en faire une démarche évolutive et de faire une espèce de carnet de recherche. Donc quand la solution va être trouvée, parce que j'ai toujours espoir de la trouver et j'ai toujours espoir de le faire avec des segments, eh bien, ça sera juste encore plus gratifiant d'avoir résolu ce mystère-là. Donc, la vidéo que je vous expliquais là, d'analyse, justement, j'avais posé une question sur la vidéo dont j'ai mis la vignette plus haut. Et je demandais justement, est-ce que ça pourrait s'appliquer à un cas d'une troisième arrière-grand-mère inconnue? Ce à quoi elle m'a répondu, bon, c'est un peu différent, mais c'est un bon début. En fait, je vais traduire un peu son commentaire, puis je vais vous expliquer un peu là, de quoi il s'agit. Donc, en fait, le truc, c'est de trouver, en fait, un bon match qui descende de ceux qu'on connaît. Donc, le niveau d'en dessous. Je vais vous le montrer avec des graphiques, là, ça va être plus simple, mais c'est juste pour vous dire là, que j'avais posé la question à cette dame-là, là, qui est quand même une experte dans le domaine. Donc, si moi, mon mystère est à la troisième arrière-grand-mère, donc en théorie, on connaît le niveau d'en dessous, parce que le mystère est à partir de plus haut, donc les ancêtres de cette personne-là. Mais plus bas que ça, en théorie, on les connaît. Donc, c'est de trouver un bon match qui descend des deuxièmes arrière-grands-parents par un enfant différent que ma lignée à moi, en fait. Donc, ma lignée à moi, je l'écarte évidemment parce que c'est tous des cousins plus proches de moi. Mais je veux trouver à partir de ce niveau-là un autre match qui descendrait d'une autre lignée. Ensuite, on travaille avec les correspondances communes, donc les correspondances partagées. Et ce qui reste à faire, c'est d'identifier des matchs qui ne seraient pas descendants de ce couple-là, donc qui seraient d'un niveau même plus haut, et qui ne seraient pas non plus de son côté. Ce qu'elle entend par son côté, en fait, c'est le mari, en fait, de cette troisième arrière-grand-mère-là. Et c'était un peu la recette qu'elle disait, là, ça résume un peu aussi ce qui est dans sa vidéo. C'est juste que c'est à un niveau un peu plus haut que ce qu'elle montre et ce que l'autre aussi, personne montrait. Donc, enfin, à la fin, c'est d'essayer de trouver des connexions avec les correspondances restantes. Donc, je vais vous illustrer ça. Donc, récapitulatif de mon pédigré à moi. Le mystère se situe ici. Donc, mon arrière-grand-mère, du côté de mon grand-père paternel, mon arrière-grand-mère, elle avait donc évidemment des parents. Et le mystère est ici. Donc, c'est la mère de mon deuxième arrière-grand-père ici. Donc, les noms de famille qu'on va revoir dans ces familles-là, c'est Guertin. Et c'est vraiment cette personne-là ici que je cherche. Donc, si je reprends l'explication qu'elle dit, donc c'est de trouver des gens qui descendent de ce même couple-là à un niveau plus bas. Donc, si le mystère est ici, on descend de niveau. Effectivement, je connais ces deux personnes-là. Et effectivement, j'ai beaucoup de correspondances qui descendent par une autre branche que la mienne. Donc, une autre branche qui serait ailleurs, mais qui a les mêmes ancêtres communs qui sont ici. Donc, de trouver ces matchs-là pour pouvoir isoler les correspondances en commune. Et éventuellement, c'est aussi quand elle parlait de son côté, c'est lui ici. Parce que lui aussi, je connais le reste de son pédigré à lui. Donc, il faut que je trouve des matchs qui descendent de là, mais pas par ma lignée. Dans ces matchs-là, il faut que j'enlève ceux qui viendraient soit de l'épouse de mon deuxième arrière-grand-père ou de son père que je connais. Donc, ce qui resterait, ça serait en théorie ceux qui descendent de cette lignée-là. Donc, c'est le but un peu de la recette. Et pourquoi j'ai mis cette autre lignée-là ici, c'est juste pour illustrer que dans mon cas, il y a beaucoup, en fait, je crois qu'il y a au moins 5 frères et sœurs qui descendent de ce couple-là, qui ont marié 5 frères et sœurs qui descendent de ce couple-là. Donc, c'est à la fois un avantage et un désavantage. Donc, c'est à double tranchant parce que ça me fait beaucoup plus de matchs, donc de correspondance, parce qu'il y a 5 enfants de ce couple-là qui ont épousé 5 enfants de ce couple-là. Donc, par défaut, j'ai beaucoup donc d'enfants qui descendent de là, mais qui sont, entre guillemets, contaminés, si on veut, par ce côté-là aussi. Mais moi, je veux pas avoir ce côté-là parce que ça me fera encore plus de gens à isoler qui sont pas dans ce mystère-là du tout. Donc, je l'ai quand même illustré ici pour vous montrer aussi, c'est de reconnaître les couleurs. Donc, quand vous allez voir ce genre de couleur-là, si vous voyez que ça tire plus vers le jaune,
c'est que c'est des gens qui descendent à la fois de cette lignée-là, mais que j'ai pas besoin pour mon mystère. Moi, c'est vraiment plus la partie orangée foncée, si on veut. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est exactement le commentaire qu'elle me laissait, donc la réponse à ma question. Mais c'est de trouver des gens qui descendent d'une autre lignée que la mienne. Donc, sur ce graphique-là, mon pedigree, ma lignée est ici, je suis là, et je monte de ce côté-là. Alors que dans le graphique d'en bas, c'est plutôt en noir. Donc, ici en noir, je suis ici. Et on remonte donc par le même couple qui est ici, en fait. C'est exactement donc le couple qui serait ici. Là, j'ai pas la couleur jaune ici, là, mais le jaune ici serait exactement l'arrière-grand-père qui est là. Et le but, mais c'est de remonter à ce couple-là, qui est exactement celui-ci, et de trouver des matchs qui descendent par une autre lignée que la mienne. Donc, il ne faut pas que ça redescende par ici. Il faut que ça redescende justement par tous ceux que j'ai trouvés d'ici. Et c'est là que vous voyez aussi là, que le couple ici, plus jaune, là, en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui se sont mariés avec d'autres enfants de ce couple-là. Donc, j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos, là, il ne s'agit pas de consanguinité, parce que c'est pas des gens là, des mêmes familles qui se marient entre eux, c'est des gens d'une famille qui se marient avec une autre famille, qui n'est pas apparentée. Mais le fait que ça arrive 5 fois, mais évidemment, ça donne un poids de plus au nombre à la quantité de correspondances que j'ai. Et on le voit ici, là, que tous ces couples-là, en fait, ont à la fois les deux branches, donc celle-là et celle-là. Moi, ce que j'essaie de trouver, c'est vraiment isoler ceux qui n'ont pas cette branche-là. Donc, ça serait plus vers la droite du graphique. Et effectivement, la façon dont eux redescendent, ben, c'est vraiment à part de ma branche à moi. Donc, la première étape qu'elle disait dans son commentaire, je l'ai réussi ici. J'ai trouvé des bons matchs qui descendent par là et qui ne descendent pas de là, mais complètement à côté, donc d'autres branches. Et ensuite, j'ai pu trouver les centimorganes. Je suis allé sur le site de Banyan DNA. J'avais aussi fait une vidéo sur ça. Je sais que c'est petit. Je ne m'attends pas à ce que vous puissiez lire, mais c'est juste pour montrer que le même graphique que j'ai fait ici, là, ça c'est dans le logiciel YHead, là, celui d'en bas. Je l'ai répliqué, mais il a changé d'axe, là, maintenant il est à l'horizontale. Ça c'est dans Banyan DNA. Et évidemment, l'avantage dans cet outil-là, c'est qu'on peut rentrer les centimorganes partagés pas seulement avec soi-même et le match, mais avec deux matchs entre eux. Donc le fait de pouvoir illustrer toutes ces relations-là. Ensuite, ça nous donne un degré de qualité, en fait, un indicateur de qualité selon les déviations standards. Et en fait, là, toutes ces relations-là que j'ai pu indiquer ici, ça se tient parce que la qualité générale de l'ensemble de ces générations-là, de ces relations-là, ben c'est bon. Donc la qualité générale de cet arbre-là, basée sur la moyenne de toutes les relations que j'ai mis en centimorgane, ça prouve que ça tient la route. Donc ensuite, ce que j'ai fait, encore une fois, j'avais fait une vidéo là-dessus, là, une des toutes dernières que j'ai fait, c'est de faire un graphe Gephi pour voir une espèce de vue organique des relations des matchs entre eux. C'est pas nécessaire, je prends la peine de dire, là, pas besoin de faire ça, ça n'a pas été recommandé par aucune personne, c'est juste que moi, j'aime mieux les faire là-dedans, mais ça pourrait être dans un tableau croisé, là, ou la Leeds méthode, là, avec une matrice là, sur deux axes, ça pourrait se faire aussi. Par contre, moi, ce que j'aime particulièrement dans Gephi, là, que non seulement c'est visuellement attrayant, c'est aussi qu'on peut voir que certains matchs vont se classer de manière plus organique entre les matchs principaux. Donc, les gros points, là, c'est ceux qui ont beaucoup de centimorganes avec moi. Donc, c'est des correspondances proches de moi. Et plus les points sont petits, ben plus les centimorganes avec moi sont petits. Donc, en théorie, plus les relations, le couple d'ancêtres commun, plus il serait éloigné. Et j'ai justement repris pour ceux-là tous les matchs qui étaient en rouge dans le graphique ici. Maintenant, je leur ai attribué la couleur. Donc, tous les matchs en rouge ont leur couleur ici. Et justement, ceux qui sont vers la droite de ce graphique-là sont ici. Et on voit justement là, que ceux qui ont, avec l'autre branche, là, qui n'ont pas vraiment de lien avec mon mystère, mais qui sont les frères et sœurs qui ont marié des gens d'une autre famille, on les voit qui se regroupent aussi entre eux. Donc c'est pas moi qui ai forcé cette vue-là, j'ai laissé le logiciel Gephi
s'arranger tout seul et on voit effectivement que les relations de ces gens-là qui ont des couples d'ancêtres communs ici ont tendance à se mettre un peu plus vers le haut du graphique. On en a un ici qui a pas cette lignée-là de Guertin ici du tout, qui est justement complètement à part. Mais ceux qui sont entre les deux, donc ceux qui sont davantage ici, qui remontent des deux côtés, ben ils se placent non seulement entre eux proches, mais aussi plus proches du haut. Et ceux qui n'ont aucune relation avec cette branche-là, mais le logiciel les a mis à part. Donc encore une fois, c'est pas moi qui les ai placés comme ça, mais c'est l'avantage, je trouve, de Gephi, c'est qu'il va s'arranger pour que les forces entre les relations de chacun se placent automatiquement dans un coin du graphique qui leur appartient. Donc on voit que ça reflète vraiment que cette famille-là est à part, elle n'a pas de relation avec elle. Donc ça me permet, dans mon cas à moi, de me concentrer justement sur ces 7 ou 8 matchs-là ici et de voir les matchs en commun. Donc comme la personne qui m'avait répondu, là, Dana Leeds, ben, elle proposait d'aller voir justement ces matchs-là que j'avais en commun avec eux autres et d'essayer d'en trouver qui ne montraient pas jusqu'à cette personne-là et ni cette personne-là ici. Donc de son côté à lui et évidemment de son épouse parce que le mystère n'est pas là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment les regarder un par un et de regarder est-ce que chacun d'entre eux, est-ce qu'ils ont d'abord un arbre, est-ce qu'ils sont pertinents à consulter. S'ils sont, mais dans leur arbre, est-ce que je réussis à remonter davantage cette lignée-là ici? Ou est-ce qu'il viendrait plutôt du père de Michel Guertin? Et sinon, si je trouve pas vraiment de relation, ben ça veut dire que potentiellement, ça viendrait de la mère inconnue de Michel Guertin qui est ici. Donc, je me suis fait un code de couleur pour illustrer ce que je viens un peu d'expliquer. Donc, il y a du vert pâle et du vert clair, du gris, du rouge et du fuchsia. Et du bleu aussi. Donc, ce que ça veut dire, ces couleurs-là, en fait, c'est que en noir, c'est non analysé. Donc, je ne m'occupe pas de ceux-là parce que, justement, entre autres, ceux qui sont en haut devraient avoir des relations avec une branche qui ne m'intéresse pas du tout, que j'ai pas de mystère là-dedans. Donc, je ne veux pas courir la chance ou le risque d'avoir 2 fois trop d'informations qui feraient du bruit, d'informations inutiles. Donc, je les analyse pas. Ceux qui sont en gris pâle, je les ai regardés un par un, mais ils n'ont pas d'informations probantes. En fait, généralement, c'est qu'ils n'ont pas d'arbre et leur nom, c'est des initiales, donc je ne me suis pas attardé à eux. Il y a bien suffisamment d'autres matchs de qualité que je peux me concentrer sur eux sans que je passe du temps à découvrir les initiales de quelqu'un qui n'a pas d'arbre. Donc, je les ai mis en gris. Ceux qui seraient en rouge, en fait, c'est ceux qui seraient surtout communs, donc qui matcheraient ou qui correspondraient avec ma mère. Et je sais que le mystère n'est pas du côté maternel, c'est de mon côté paternel. Donc, dès que la personne matchait avec ma mère, qui a testé sur Ancestry, donc je peux être sûr de ce cas-là, ben j'en avais pas besoin parce que ça pouvait être justement des lignées qui étaient un peu, entre guillemets, encore une fois, contaminées par ce côté-là, qui n'a pas le mystère que je recherche. Ceux qui étaient en bleu, ben, c'est d'autres branches paternelles. Donc oui, j'ai trouvé les ancêtres communs, mais c'est pas du côté Guertin. Donc, ils se sont simplement apparus parce qu'ils ont probablement des relations distantes avec d'autres ancêtres communs ailleurs, mais c'était pas de la lignée que je recherchais. Les lignées en fuchsia, c'était les lignées potentielles de l'épouse de Michel Guertin. Les verts foncés, c'était d'autres lignées potentielles du père de Michel Guertin ou des lignées plus proches, parce que même si ces cercles-là sont petits, ça ne veut pas dire qu'ils descendent du même couple d'ancêtres que moi. Donc, quand c'était le cas ou que c'était directement la lignée paternelle, je les mettais en vert. Et finalement, les points importants, c'était les points vert lime, si on veut, vert clair. C'était tous des matchs probants qui avaient des arbres, donc tous les verts clairs. Je les ai regardés avec les arbres qu'il y avait et je voyais pas ni de gens qui venaient du côté de l'épouse de Michel Guertin ou du côté du père de Michel Guertin. Donc, potentiellement, ça serait du côté de la mère inconnue de Michel Guertin. Donc ensuite, ce que je faisais, là, encore une fois, je sais que c'est petit, c'est pas pour que vous le lisiez, c'est juste pour vous indiquer que c'est un outil que certains connaissent peut-être déjà, là, chez DNA Painter, pour voir les relations entre les gens. Là, quand on a une quantité de centimorganes, on entre le nombre de centimorganes dans cet outil-là et ça nous place dans le graphique qui serait l'ancêtre commun et quel niveau de cousin sont ces personnes-là.
Donc, la démarche, en fait, c'était une par élimination. Donc, ceux qui sont du même couple Guertin-Courchêne que moi, c'est des troisièmes cousins. Donc, je sais qu'autour de 73 centimorganes, si on prend une seule déviation standard, en fait, la fourchette, c'est entre 30 et 120. Donc, c'est des troisièmes cousins ici. Et ceux-là, ben, je sais qu'ils sont probablement descendants de la même branche que moi. Donc, c'est le fameux niveau dont elle parlait au début dans sa réponse. C'est d'abord trouver un match là-dedans. Donc, c'est ce que j'avais fait là, avec les plus gros cercles. Ensuite, les quatrièmes cousins seraient directement ceux de Michel, né en 1776. Donc, ça, c'est le père du Michel illégitime. Et de MMM, en fait, je l'ai appelé MMM, c'est la mystérieuse mère de Michel. Et c'est le Michel de 1830, qui est né en 1830. Donc, à ce niveau-là, ce serait des quatrièmes cousins. Donc, ils seraient ici. Donc, ce serait plus ceux-là qui seraient le niveau du mystère. Et ensuite, si on remonte encore plus haut, ben on aurait les cinquièmes cousins qui seraient ici et qui seraient les parents de la mystérieuse mère de Michel, donc les parents du brick wall en tant que tel ou du mystère. Et c'est vraiment ceux-là qu'il faut que je me concentre dessus. En théorie, ça a en moyenne 25 centimorganes, mais si on prend une déviation standard de plus et de moins, mais ça pourrait jouer entre 8 et 50. Par contre, ça c'est vraiment si on le même âge que moi, si on veut, donc à la même génération que moi. Mais il n'y a rien qui empêche qu'on puisse quand même trouver ces gens-là, mais à un niveau plus haut. Donc évidemment, le poids, le niveau de centimorgane serait plus haut, mais aussi les enfants de ceux-là. Mais à ce moment-là, ça serait encore plus bas que ça. Donc c'est vraiment juste une fourchette à regarder, mais c'est pas une limite absolue. Parce que selon qu'on parle à un parent d'un cinquième cousin ou à un enfant, ben ça peut changer. Mais je me suis concentré d'abord sur les gens qui seraient à la même génération que moi, si on veut. Ensuite, j'ai regardé ceux qui étaient nés autour, donc les ancêtres communs là, dans les arbres des gens que je regardais. Mais si ces ancêtres-là étaient nés autour de 1750 à 1800, je les prenais encore plus en considération. On se rappelle que Michel Guertin, illégitime, est né en 1830. Donc, que la mère aurait eu peut-être une trentaine d'années. En fait, les parents de la mère de Michel Guertin seraient nés en 1750 à peu près et 1830 pour que leur fille ait eu Michel peut-être dans la vingtaine, quelque chose comme ça. Ensuite, je me suis concentré sur les noms québécois ou américanisés parce que ce qui rajoute à la complexité, c'est que cette famille-là a voyagé beaucoup en Nouvelle-Angleterre, donc dans les villes où est-ce qu'il y avait des moulins à coton, des choses comme ça, des usines de textiles. Donc parfois les noms ont complètement changé ou ont été américanisés pour ajouter au défi. Donc je me concentrais soit sur les noms québécois ou américanisés. J'excluais donc des noms allemands ou polonais ou irlandais. Et enfin, mais j'écartais les matchs maternels parce que mon père et ma mère n'ont pas de lien génétique entre eux. Donc, je savais que si les matchs étaient plus du côté maternel, ben, je pouvais probablement les écarter. Ensuite, un autre graphique qui indique un peu le niveau de défi là, de ce mystère-là par rapport aux recettes, si on veut, originales là, des deux dames que j'ai mentionnées plus tôt. C'est que la recette initiale, c'est davantage fait pour des gens qui seraient ici là, avec un niveau de segment de 50 centimorganes jusqu'à 80, peut-être même un peu plus haut que ça. Mais ce que ça fait, c'est que généralement, les gens qui correspondent avec nous dans ces fourchettes-là, ça, c'est les générations. Donc, la première génération en rouge, ensuite deuxième génération, troisième génération, et la génération en vert, c'est la 10e. Donc, quand on regarde des correspondances qui sont, disons, en haut de 60 centimorganes, ben, ce qu'on voit, c'est que l'ancêtre commun a au moins 90% de chance serait dans les 4 ou 5 premières générations. Donc, c'est quand même assez simple de trouver l'ancêtre commun de quelqu'un qui a 80 centimorganes avec soi ou 90 centimorganes parce que c'est fort probablement dans les 3-4 premières générations. Mais quand on tombe dans, comme j'indiquais, là, à partir de 25 centimorganes ou même en bas de ça, bien, la 10e génération est en vert. Donc, par exemple, si on regarde quelqu'un qui aurait une quinzaine de centimorganes, ben, il y a seulement à peu près le tiers des chances que ce soit dans les 10 premières générations et le 2 tiers que ce soit en haut.
et quelqu'un qui aurait entre 30 et 40 centimorganes avec soi, ben, il y aurait environ 60% de chances que c'est dans les 10 premières générations et un 40% de chances que ce serait plus que 10 générations. Donc, ça complexifie beaucoup les choses par rapport à quelqu'un à 85 centimorganes qui serait dans les 4 ou 5 premières générations. Donc, ça fait que parfois, les branches, si j'essaie de retrouver les noms qui pourraient être familiers, ben, il n'y a rien qui me dit qu'à 20 centimorganes, je suis pas en train de regarder un match, que l'ancêtre commun serait à la 15e génération. Ce que j'ai peut-être même pas monté dans mon arbre à moi. Là. Je suis à peu près sûr d'avoir les 10 premières générations. Mais je suis pas sûr que sur toutes mes branches, j'ai monté jusqu'à la 20e. Donc, parfois, ben, c'est juste une aiguille dans une botte de foin, puis je trouverai probablement pas l'ancêtre commun avec certains matchs à 20 centimorganes. Donc ensuite, ce que j'ai fait, c'est un tableur, donc un spreadsheet. Encore une fois avec un code de couleur. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Donc les noms qui sont en noir, en fait, c'est les noms qui sont directement dans l'arbre du match. S'ils sont en gris pâle, c'est que j'ai trouvé les mêmes noms, mais pas dans leur arbre à eux, mais par d'autres arbres. Donc, si je recherche les mêmes noms de couple, parfois dans les arbres des matchs, ça arrêtait, disons, à la 3e ou 4e génération. Donc, l'arbre était assez petit. Donc, il y avait parfois des noms de personnes, mais ça arrêtait à la 3e ou 4e génération. Mais j'allais chercher, moi, ces mêmes couples-là avec les mêmes dates de naissance et je pouvais remonter plus haut dans d'autres arbres. Donc, je les mettais en gris pâle. Ceux qui sont surlignés en jaune, c'est qui venaient de Saint-Denis-sur-Richelieu, qui est quand même la ville où est-ce que Michel Illégitime de 1830 est né. Donc, j'accorde encore plus d'importance. Ensuite, ce qui était en gris pâle dans les noms des matchs, je vais vous le montrer tout à l'heure, le tableur. Mais gris pâle, ça voulait dire que c'est la personne, à peu près toutes ses lignées avaient des noms québécois. Donc, je la considérais comme une personne québécoise standard. Disons que les ancêtres venaient du Canada français, disons. Ensuite, si c'était fuchsia, ben, c'est qu'il n'y avait aucune lignée québécoise apparente. Donc, des fois, je tombais sur des matchs qui avaient seulement des noms allemands et irlandais ou polonais et italiens. À ce moment-là, j'avais un peu plus de difficulté de voir qui aurait pu être l'ancêtre commun, si c'est seulement des Polonais et des Italiens, mais je les indiquais en mauve. Si c'était en vert, c'était que les lignées québécoises étaient plus rares. Donc ça, c'était quand même intéressant parce que j'estimais que je pouvais me concentrer sur ces lignées-là. Donc, admettons que la personne elle a la moitié de son arbre qui est italien. Ensuite, dans les grands-parents, la mère ou la grand-mère maternelle aurait été polonaise. Ben, il restait le grand-père, disons, paternel, qui lui avait une lignée québécoise. À ce moment-là, c'est avantageux parce qu'on peut, dans un premier temps du moins, se concentrer sur cette lignée-là, donc seulement le corps de son arbre plutôt que le fouiller au complet. Donc, ça finit par être plus pratique. Et enfin, en bleu, je mettais les lignées québécoises minoritaires. Donc, quand il y avait vraiment là, proche de la personne des noms qui étaient d'origine italienne, irlandaise, tout ça, il fallait monter à 3 ou 4 générations pour finalement trouver quelqu'un qui avait un nom québécois. Ben là, j'estimais que la correspondance était encore plus intéressante parce qu'il y avait une petite partie seulement de son arbre qui était probablement apparenté à moi. Donc ça, c'est un peu les codes de couleurs. Ça donnait un classeur comme ça, où ce que je mettais ici, là, vous voyez les couleurs, donc grise, vert et bleu. Et je mettais les noms des gens. Quand je les trouvais, là, si je pouvais remonter jusqu'à avant 1800, je mettais les noms des couples qui revenaient. Sinon, j'avais une colonne aussi. Si je pouvais pas remonter aussi haut, je prenais quand même les noms là, entre 1850 et 1800 là, pour la date de naissance et je les indiquais. Donc, ce que j'espère avec cette démarche-là, c'est éventuellement de trouver des noms, surtout dans cette colonne-là, surtout avec les matchs vert ou bleu, donc qui n'ont pas beaucoup de lignées là, du Canada français. Et l'objectif, ça serait vraiment de retrouver des noms qui reviendraient, donc une occurrence ou une fréquence de noms qui pourraient revenir souvent, dans l'espoir que ce couple-là soit les parents de la mère mystérieuse de Michel Guertin, né illégitime en 1830. Donc, c'est le but de la démarche, donc d'explorer chacun de ces petits points-là sur Gephi, de leur attribuer les couleurs, de regarder, de d'éplucher les arbres. C'est vraiment de trouver une occurrence, éventuellement des parents de cet ancêtre-là qui est inconnu.
Donc, quels sont les risques de ma démarche? En fait, évidemment, s'il y a eu des événements non parentaux, là, on se rappelle que dans son arbre généalogique, si on se fie simplement au registre d'église, il n'y a rien qui dit en fait, là, c'est pas parce que la personne, le nom apparaît sur un registre d'église que c'est vraiment biologiquement la personne. Il y a quand même eu des cas d'événements non parentaux où est-ce que le voisin y couraillait un peu. Donc même si sur le baptême, ça dit que le père c'est un tel, puis la mère c'est une telle, évidemment c'est pas des preuves biologiques de ça. Donc peut-être que dans mon mystère, il y a des événements non parentaux, et que même si je trouve éventuellement des noms, ben étant donné que c'est le voisin qui était un courageux, eh bien on ne trouvera pas le mystère ou ça risque de complexifier la démarche. Un autre risque, c'est des occurrences de grandes familles. Donc évidemment, il y a des noms plus populaires là, au Québec dans ces années-là. Donc si je tombe sur des Gagnon, Tremblay, Bergeron, Côté, évidemment, c'est des familles très populeuses en général. Donc si je vois des occurrences de ça, il ne faut pas systématiquement que j'y prête plus attention. Il faut que je puisse aussi attribuer là, une espèce de ratio d'importance parce que si je vois des Tremblay apparaître ou des Bergerons, ça se peut simplement que ce soit parce que le bassin de gens qui avaient ce nom-là était aussi beaucoup plus conséquent que d'autres noms de famille plus rares. Donc, il faut que j'en tienne compte. Ensuite, famille trop proche des matchs. Donc, j'ai quand même essayé de prendre les lignées plus éloignées, le plus éloigné de moi possible. Mais il n'y a rien qui empêche qu'il y ait des noms qui reviennent parce que justement, ces gens-là, ben, ils ont des familles proches. Donc, je sais, par exemple, dans ces correspondances-là, ils descendent généralement des gens que le nom de famille, c'était Émard. Ou Émard, en fait, avec un A. Émard au Québec, mais en Nouvelle-Angleterre, se sont renommés Emord. Donc, je sais que si je vois le nom Emord arriver, ben, c'est probablement parce qu'entre eux, ils ont ces familles-là. Donc ça, c'est un risque à essayer de mitiger, là, de ne pas me fier systématiquement au nom des matchs, des noms de familles qui reviennent dans les arbres, parce que ça peut être à la fois des grandes familles québécoises de l'époque ou des familles proches à leur niveau à eux des matchs. Donc, il faut que j'en tienne compte. Sinon, ça se peut aussi qu'il n'y ait pas eu de testeur ou que les lignées soient éteintes. Ce que j'entends par lignée éteinte, c'est que mon mystère est ici, la mère de Michel Guertin, et admettons que c'était la fille unique de ses parents. À ce moment-là, la seule descendante, c'est la fille de ce couple-là. Ben, ça va être difficile de trouver d'autres lignées que par cette fille-là, ce qui est le but de la démarche, là, de trouver ses parents à elle, donc le nom de famille de ses parents à elle qui reviendrait, mais par d'autres lignées. Mais si c'était une fille unique, ben à ce moment-là, ça va être difficile. Et pas de testeur, mais on sait qu'aux États-Unis, c'est plus populaire, l'Ancestry. Donc, justement, dans le cas de ces matchs-là en bas, c'est des gens qui vivent aux États-Unis. Donc, j'ai parfois plus de difficultés à trouver des matchs qui viendraient du Québec. Donc, ça peut être un risque aussi. S'il y a des noms de famille qui reviennent plus souvent, c'est peut-être parce que le bassin de testeurs qui vivent actuellement, qui font des tests ADN, sont plus intéressés que, disons, des gens en région au Québec qui ont peut-être moins la culture, si on veut, de faire des tests ADN. Et enfin, les deux derniers risques, qu'il y a eu de l'endogamie maternelle. Parce que dans ma démarche, j'enlève tous les matchs qui sont avec ma mère, mais c'est peut-être une erreur. Peut-être que la lignée que je recherche ici est une lignée où est-ce qu'il y a de l'endogamie avec ma mère, justement. Donc peut-être qu'éventuellement, si la démarche actuelle ne mène à rien, que je doive recommencer la démarche, cette fois-ci, non seulement en incluant les matchs qui seraient maternels, mais aussi qu'il y aurait une ethnie différente, parce que j'excluais d'emblée tout ce qui n'était pas québécois. Peut-être que la mère de Michel Guertin est irlandaise. Donc à ce moment-là, ce serait de recommencer la démarche, de reprendre en fait tous les points gris pâle que j'ai mis, d'aller revoir les points gris pâle et de inclure, ou les rouges là, qui seraient du côté de ma mère, et finalement de les inclure eux autres. Donc c'est les risques que j'ai détectés dans ma démarche, mais il fallait quand même que j'ai certains paramètres au moins pour commencer, avec des hypothèses si on veut. Et présentement, dans l'hypothèse que je fais, ben, j'exclus les matchs maternels, j'exclus les matchs qui seraient d'ethnies différentes que québécoises, en espérant que ça soit ce qui puisse aider à trouver quelqu'un là, qui aurait mis au monde un enfant à Saint-Denis-sur-Richelieu au Québec en 1830. Donc jusqu'à maintenant, on fait un peu un pari, là, on est à la fin 2024. Jusqu'à maintenant, c'est les 4 noms qui reviennent le plus souvent. Donc il y a des Bergeron, Blais, Rousseau, Morin.
Donc, je suis curieux de voir, là, en date de cette vidéo-là, là, si jamais je résous le mystère dans 6 mois, 1 an, 2 ans, est-ce que le nom du couple, des parents, en fait, de la mère mystérieuse de Michel Guertin serait un de ces 4-là? À date, c'est ce que la recherche a montré, mais j'ai pas trouvé de combinaison de ces deux noms de famille qui revenaient souvent. C'est vraiment les noms de famille isolés. Pour l'instant, ça serait ça, mais ça se peut que ça soit complètement autre chose. Prochaines étapes, en fait, c'est de regarder aussi si jamais ça fonctionne pas. Mais d'autres stratégies que j'aurais, ça serait de regarder les recensements. Entre autres de Saint-Denis-sur-Richelieu surtout, où est-ce que Michel est légitime est né, ou Saint-Ours, où est-ce qu'il aurait vécu aussi. De regarder ce recensement-là et de voir justement c'est quoi les noms de famille de ces villages-là. Et ça pourrait aider là, à isoler les noms de famille des arbres des gens. Si je sais qu'à cette époque-là, il y avait telle personne qui vivait à Saint-Denis-sur-Richelieu ou Saint-Ours. Et y aller aussi par élimination. Donc, par exemple, quelques mois après le baptême de Michel Guertin, si je vois qu'il y a une autre fille ou femme Guertin qui a accouché de quelqu'un 2 mois plus tard, ben nécessairement, si elle a fait baptiser un enfant 2 ou 3 ou 4 mois plus tard, c'est pas elle qui était la mère biologique de Michel Guertin parce qu'elle était encore enceinte lorsque Michel Guertin a été baptisé. Donc ça pourrait aussi aider à éliminer des gens de la famille proche de Michel Guertin, donc celle qui était enceinte au moment de sa naissance, nécessairement, n'était pas sa mère. Donc, c'est d'autres stratégies que je pourrais avoir aussi pour aider à résoudre ce mystère-là. Donc voilà, c'était une longue vidéo cette fois-ci. J'espère que je vous ai pas trop étourdi. Sinon, ben, c'est de la regarder en petites portions. Mais je voulais quand même faire un tout avec ça, donc un résumé là, des autres vidéos qui ont eu lieu aussi. Ça a l'air un peu compliqué comme démarche, mais ça suit quand même là, les deux vidéos que j'avais mis en introduction qui ne sont pas de moi. C'est quand même une recette qui existe, mais en théorie, pour un mystère plus près de soi, moi, j'essaie de l'appliquer pour une ou même 2 générations plus haut que ce qu'il faudrait. Donc, ça explique peut-être en partie pourquoi il y a beaucoup de difficultés. Il y a aussi d'autres défis, comme je disais, que les noms de famille ont changé, ils ont voyagé beaucoup. Donc, est-ce que la mère de Michel Guertin a été rencontrée en chemin dans un État des États-Unis? Donc, ça complexifie encore plus les choses. Mais bref, donc c'est là où j'en suis avec ce mystère-là. Comme je disais, ça se veut aussi évolutif, donc une espèce de carnet public de la démarche. Et surtout, si vous avez des idées, des déclics ou des questions, gênez-vous pas pour laisser des commentaires ou m'écrire à l'accueil de ma chaîne. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.